La Chine est une civilisation vieille de 5000 ans. Et les vidéos qui vont suivre auront à cœur d'en faire un condensé. L'ambition n'est donc pas d'être exhaustif, mais d'ouvrir une fenêtre qui, je l'espère, excitera votre curiosité pour une histoire aussi populaire que méconnue. D'abord, quelques points de géographie pour bien comprendre l'environnement de la Chine. La Chine, c'est un territoire qui est très vulnérable aux catastrophes naturelles. Pourquoi? Essentiellement du fait du plateau de l'Os, qui tient sur une superficie de 640 000 km², soit une surface encore plus grande que l'Ukraine. Ce plateau désertique représente la plus grosse accumulation de poussière sur Terre. Il est traversé par un fleuve que vous devriez a priori connaître, assez populaire. Il s'appelle le fleuve Jaune et il est 7 fois plus long que la Seine. Ce qui vient lui donner sa couleur jaune emblématique, c'est un sol qui en fait le fleuve le plus boueux de la planète avec une teneur en limon 168 fois supérieure à celui de l'Amazone. S'y ajoutent des vents saisonniers qui aggravent le problème si bien que les précipitations se concentrent sur 3 mois en été à la faveur d'inondations pour voir suivre des épisodes de sécheresse. Seulement, ces caractéristiques géographiques sont aussi la cause ayant contribué à l'épanouissement de la civilisation chinoise. En effet, le plateau de l'Os est très fertile et facile à cultiver grâce à la terre qui est déposée par le fleuve Jaune. C'est pourquoi on va entendre que la vallée du fleuve Jaune est le berceau de la civilisation chinoise. Maintenant, pour bien faire, il faudrait décomposer la Chine en 3 reliefs. D'abord, à gauche, à l'ouest, qui se compose du plateau tibétain, le plus élevé, donc élevé 4000 mètres en altitude en moyenne. Ensuite, au milieu, le nord-ouest, qui se compose de plateaux et bassins, donc aux alentours de 1000 à 2000 mètres d'altitude en moyenne. Enfin, à droite, à l'est, qui se compose cette fois de plaines et de bassins fluviaux. Donc là, on est à moins de 500 mètres. D'ouest en est, de gauche à droite, donc, on part de plateaux qui sont désertiques vers des plaines propices à l'agriculture. C'est donc à l'est que se concentre très logiquement l'essentiel de la population chinoise. Aux frontières de la Chine, à l'ouest, vivent les civilisations nomades, celles qui vont harceler la Chine le long de son histoire, à la recherche de nourriture. Si bien qu'ils vont exercer, presque malgré eux, sur le territoire de la Chine, une influence majeure. Comment? La plupart du temps en s'y sédentarisant. Donc, alors, pour donner des exemples les plus connus, on peut parler des Turcs, des Mongols et des Mandchous, dont je pourrais parler à l'issue dans de prochaines vidéos. Mais là, pour le moment, on va s'acharner à simplement comprendre de manière organique, voilà, de quoi se compose la Chine et comment est-ce que la chronologie, comment est-ce que les événements auront tendance à se construire. Alors, avec tous ces éléments, déjà, ce que vous pouvez observer, c'est que la Chine est forte d'une économie qui se base essentiellement sur l'agriculture. La Chine a dû plusieurs fois s'orienter sur une forme de pouvoir centralisé afin de pouvoir survivre, donc, si vous avez suivi, aux inondations, aux sécheresses, ainsi qu'aux invasions nomades. Ce sont les 3 points qui sont sortis depuis le début de cette courte démonstration. Cependant, ce pouvoir central avait tendance à s'effondrer, de quoi causer des pertes humaines gigantesques. En effet, plusieurs fois dans l'histoire de la Chine, on observe que la population pouvait périr jusqu'aux 2 tiers lors d'un changement dynastique. Cette espèce de cycle qui se répétait a été théorisé par des historiens chinois traditionnels à travers le concept de cycle dynastique. Donc, ce cycle dynastique, qu'est-ce que c'est? Ce cycle, en fait,
Ce sont des éléments, des points, des étapes qui vont marquer une évolution, dessinant un cycle. Voilà. Là, comme ça semble clair. Donc, ça mérite tout de même quelques clarifications. Notamment, ce cycle, il a tendance à se composer de 9 points. Comment est-ce qu'on arrive à un cycle? Premièrement, un souverain unifie la Chine et fonde sa dynastie. Deuxièmement, le pays prospère grâce à ce souverain. Troisièmement, avec un pays qui prospère, forcément, la population va augmenter. Point numéro 4, en conséquence, les ressources s'épuisent, de quoi alimenter une forme de corruption de plus en plus intense et marquer une inégalité entre les riches et les pauvres. Et ça, vous devez bien le savoir, ça produit souvent quelques tensions, quelques frustrations. Cinquième point, cet état de tension perdure jusqu'à ce qu'un événement fragilise la société. Cet événement, ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être des invasions étrangères, ça peut être des luttes politiques internes. Sixième point, si ces crises parviennent à ruiner l'agriculture, alors s'ensuit la famine, qui provoque à son tour une révolte populaire. Septième point, ces affrontements issus des révoltes populaires entraînent la chute du gouvernement central, ou tendent en tout cas à faire chuter le gouvernement central. Huitième point, la population décline du fait de ces affrontements et du fait que le territoire s'est fragilisé, son agriculture notamment. Neuvième et dernier point, le temps passe, le pays se reconstruit. Un chef rebelle parvient à son tour à unifier la Chine et fonde une dynastie. Vous avez compris, après ça, on relance le cycle. Voilà, voilà, ce schéma, nous allons lui donner corps à l'issue de plusieurs vidéos qui viseront à transcrire l'histoire de la Chine des origines à l'Empire des Ming. Alors, jusqu'à présent, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur l'histoire de l'alchimie. Encore avant, c'était sur l'histoire de l'Inquisition espagnole. C'était quelque chose de très universitaire, de très construit avec des plans. Donc là, je vais essayer de faire des formats beaucoup plus courts, ce pourquoi on va s'en tenir là, et la suite à la prochaine vidéo. Au revoir!